Ça fait parler, hein, ces mesures présentées hier, ces 44 milliards d'économies présentées par François Bayrou pour évidemment baisser la dette. Ce budget 2026, on en parle avec vous, Anne-Sophie Alcy, vous êtes associée chef économiste de BDO. Est-ce que c'est bien un plan ambitieux? Ça, oui, il y a Oui. plein de choses dedans, mais est-ce qu'il sera surtout réalisable pour commencer, Anne-Sophie? Alors oui, c'est ça la grande question. C'est vrai qu'économiquement, en tout cas pour ma part, je trouve que c'est très ambitieux. Ce qui est aussi excellent, c'est qu'on a vraiment une part sur on stoppe la dette avec un état des lieux précis, concret, qui dit voilà dans quel état est le pays. Donc là, on ne peut pas dire on n'est pas au courant. Et puis surtout, on a une deuxième partie, c'est un petit peu mon regret, on parle que des jours fériés supprimés, on ne parle pas de la seconde partie de production, parce que si on est dans cette situation, c'est parce qu'on a moins de recettes publiques. C'est pas parce que les dépenses publiques ont explosé ces dernières années. C'est parce que surtout on a moins de recettes, ça veut dire qu'on a moins de croissance et que les entreprises qui vont moins bien, eh bien, paient moins d'impôts. Donc c'est vrai que ce deuxième volet de produire, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, c'est à mon sens ça aussi qui est important, parce qu'il fait un constat, mais il propose des pistes pour produire plus et pour avoir plus de croissance et donc pour sortir de cette situation. Donc ça, on peut le louer, parce que c'est vrai que ces derniers mois, à part critiquer, il n'y a pas beaucoup de propositions. Alors on peut y aller tout de suite sur la production d'ailleurs. C'est la recette d'Emmanuel Macron depuis 2017 pour rétablir les comptes publics. Il n'arrête pas de dire c'est la croissance, c'est l'augmentation du PIB qui nous fera reculer notre déficit. Bon, notre déficit, il est le pire de la zone euro aujourd'hui. Et la croissance, malheureusement, et surtout en France, c'est une énergie plutôt intermittente. Tout comme l'éolien a besoin de vent pour tourner, bon, on aurait besoin de croissance, mais on voit que la croissance potentielle du pays était ramenée de 1,3 à 1% seulement et qu'elle est très molle, la croissance aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on peut compter sur la croissance pour rétablir nos comptes publics? Alors pas aujourd'hui où on se parle, mais l'idée c'est d'avoir une vision à moyen long terme, de dire comment on va reproduire. Là c'est vrai qu'on a une situation politique différente, mais l'idée c'est de dire voilà, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qu'on pourra faire pour avoir 3% de croissance? On disait la même chose sur l'Espagne, rappelez-vous, il y a 10 ans. Aujourd'hui, ils ont 3% de croissance, un déficit inférieur à 3%. Et empruntent à des taux inférieurs à ceux de la France. Exactement, désormais. comme l'Italie, il faut le souligner. Donc c'est possible, il faut avoir une vision, avoir un cap. Et en plus, c'est ce que nous demandent les investisseurs. C'est pas en 2 minutes de baisser massivement nos dépenses, c'est d'avoir vraiment un plan, de dire où va la France, quelle est sa trace et où demain elle aura de la croissance. Et donc ces suppressions de 2 jours fériés pour l'instant, on verra si ça tient après le passage à l'Assemblée nationale, mais c'est travailler plus. Les Français travaillent 200 heures en moyenne de moins que leurs voisins européens. C'est un nouveau tour de vis sur l'assurance chômage. On en a besoin aujourd'hui. Toutes ces mesures, vous les saluez? Alors, sur travailler plus, il faut faire attention, parce qu'on voit déjà que ça a été récupéré politiquement. On ne dit pas que les Français sont feignants par rapport aux autres, etc. C'est pas ça le sujet. Mais on travaille moins. Le problème, tout à fait, tout au long de la vie. On a un taux d'emploi qui est plus faible par rapport à nos voisins, notamment chez les moins de 25 ans et chez les plus de 55 ans. C'est vraiment ça le sujet. Et entre les deux, notamment les femmes sont frappées de cela, beaucoup de temps partiel, d'intérim, des gens qui aimeraient travailler plus mais qui n'ont pas de contrat à temps plein. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. Le gouvernement avait commencé avec l'apprentissage, mais là on voit que ça coûte très cher. Et à mon sens, ça n'a pas été bien fléché. Vous avez l'apprentissage des personnes qui n'ont pas vraiment besoin pour s'insérer sur le marché du travail. Donc, à mon sens, il va falloir revoir ça, mieux le flécher. Et la vraie question, avec l'augmentation de l'âge de départ à la retraite, c'est vraiment le travail des seniors, où là, on a vraiment un taux d'emploi très bas, notamment par rapport aux pays nordiques. Si on augmentait même de 3 à 7 points, on ne serait pas du tout dans une situation de déficit. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir travailler. Mais Michel Picon disait tout à l'heure sur cette antenne, oui, il va falloir embaucher plus, mais on a énormément de mal à recruter. Peut-être a-t-il dit entre deux lignes qu'il allait falloir travailler sur le salaire, mais là aussi, il est resté très vague. Concrètement, les entreprises, pour avoir plus de jeunes, pour avoir plus de seniors, elles ont besoin de quoi? Alors, plus de jeunes, souvent le jeune, en effet, quand il commence, c'est moins cher. Donc là, on a moins de problèmes. Le jeune, c'est vraiment plus sa qualification. Donc, c'est avoir un travail beaucoup plus ciblé, c'est-à-dire qu'au lieu de saupoudrer, c'est faire un petit peu comme fait la Norvège, la Suède, c'est d'avoir vraiment un parcours qui est individualisé et d'éviter d'avoir 150 000 jeunes qui sortent du système chaque année sans aucune qualification. Ça, c'est le pire de tout, parce qu'après, c'est très compliqué de les réintégrer. Donc, moins, on va dire, en global, mais plus en individualisé. Et ça, on a vraiment des systèmes au pays nordiques qui fonctionnent. Mais ça veut dire revoir un petit peu comment on protège et comment on insère les jeunes sur le marché du travail, ce qui n'est pas toujours facile avec les formations, on le sait, et puis aussi avoir l'information. Donc ça, il y a un énorme travail à faire, même au niveau des entreprises, de dire, voilà, dans tel secteur, on embauche. C'est un serpent de mer, mais en tout cas, il faut vraiment le développer. Et puis, concernant les seniors, là, la problématique est inverse. C'est que souvent, on considère qu'ils sont trop chers
et pas forcément assez productif. Et là, à mon sens, il n'y a qu'un mot, c'est vraiment la formation. Il faut vraiment ne plus être contradictoire. On ne peut pas dire d'un côté, on augmente l'âge de départ pour justement augmenter le taux d'emploi, et après 45 ans, vous dire au revoir, c'est fini. Bon, quand vous avez 50 ans et que vous allez avoir votre retraite à 60, 68 ans, il vous reste plus de 15 ans à travailler. Donc, ce n'est pas 2-3 ans. Et en 15 ans, vous pouvez avoir de la formation et vous pouvez augmenter vos compétences. Vous n'êtes pas plus bête qu'un autre. Hein. Les autres pays le font et ça marche bien. Donc à ça, c'est les 50 ans, entreprises qui doivent le faire. Voilà, donc c'est vraiment les deux. C'est vraiment faire et investir dans la formation, même pour les seniors, même si ça a un coût supérieur, parce que ça va aussi rapporter. Mais c'est là aussi qu'il faut changer, c'est qu'il faut voir vraiment la formation comme une opportunité et pas seulement pour un coût en disant bon bah voilà, ça va nous coûter, ce que ça va vraiment nous rapporter. Il faut vraiment changer ça. Et c'est vrai que malheureusement dans le débat des retraites, ça n'a pas été à mon sens assez soulevé. Alors les retraites justement, les retraités sont peut-être l'une des catégories qui sera les plus mises à contribution dans ce budget. 3 mesures sur les retraités, le gel des pensions, le gel du barème de l'impôt sur le revenu et surtout la CSG qui va évidemment concerner tous les retraités et la suppression, en tout cas le remplacement de l'abattement pour frais professionnels en un forfait de 2 000 € qui là sera plus progressif. Les plus aisés paieront davantage et les plus modestes seront épargnés. Mais 3 mesures sur les retraités, est-ce que c'est pas un peu beaucoup ? C'est vrai que quand on regarde depuis la crise inflationniste, on voit que c'est une des catégories qui a eu le plus d'indexation justement de leur pension sur l'inflation. Et on voit en niveau de vie global que c'est le niveau de vie qui a le moins baissé, notamment par rapport aux moins de 25 ans. On a un taux de pauvreté qui n'a jamais été aussi élevé. Et par rapport aussi chez les jeunes, les moins de 25 ans, et chez également les travailleurs qui sont au SMIC. Oui. Là, on a vraiment une paupérisation. Donc, c'est pas du tout les stigmatiser, dire il faut leur prendre pour donner aux autres, etc. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'en effet, il y a un effort collectif, qu'on a vraiment des catégories, dont les jeunes, qui se paupérisent beaucoup. Et donc l'idée, après avoir eu 3 indexations sur les pensions, donc on peut dire que les dernières années ont été plutôt favorables. Aujourd'hui, on a moins d'inflation. On n'en parle pas assez. On a parlé des années du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, il est positif. C'était le cas en 2024, c'est le cas en 2025. Les salaires augmentent plus vite que l'inflation. On n'a même pas 1% d'inflation, le taux le plus bas de la zone euro. Donc, c'est normal, on va dire, pour un effort partagé, d'avoir ces efforts au vu de ce qui a été fait avant. Donc, quand vous regardez sur les dernières années, c'est pas la catégorie qui s'est plus paupérisée. C'est encore une fois les jeunes. Oui, 5,4% d'augmentation l'année dernière, 15 milliards d'euros effectivement. Et là, il faut bien rappeler qu'effectivement, avec 1% d'inflation, finalement, le gel ne coûtera pas grand-chose. Exactement. Et ce qui est assez important de le dire, parce que très souvent, quand on dit ça, on parle en effet des petites retraites, des personnes qui sont dans la précarité. Regardez à l'INSEE. C'est 1 500 € la retraite moyenne en France. C'est pas non plus... 1 500 €. Mais ce qu'il faut regarder, c'est aussi le patrimoine que vous avez derrière. Quand vous avez 1 500 € et que vous n'avez pas de charges de logement à payer, c'est différent. Je pense que les actifs peuvent en témoigner, surtout quand on connaît le prix de l'immobilier. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a fait ça, on a indexé les pensions sur l'inflation. Donc on peut regarder ce qui s'est passé dans le passé. Et cet argent, elle a servi à quoi ? Regardez la très bonne note de l'INSEE qui a été publiée en juin, à de l'épargne. C'est-à-dire que ce n'est pas des retraités qui avaient des besoins colossaux, qui se sont rués sur cette indexation pour le dépenser, l'intégrer dans la société française et pour consommer parce qu'ils avaient des besoins et qu'ils en avaient vraiment besoin. C'est de l'épargne sur des comptes courants qui financent rien. Donc c'est ça le sujet. C'est certes, on désindexe, mais quand on indexe, est-ce que ça crée de la consommation et de la richesse et donc plus de croissance ? Dans le passé, on voit que ce n'est pas le cas. Comment on fait justement pour flécher cette épargne ? Ça n'a pas du tout été évoqué. Ah si, quand même. Dans la partie production, il a parlé du rapport Draghi, en invitant à chacun de le lire. Donc ça, c'était plutôt quelque chose de positif. Et il a parlé du fameux taux d'épargne, en effet, qui est historique depuis les années 60 à quasiment 19%. Et il a expliqué qu'il fallait justement développer des produits d'épargne pour flécher vers le productif, bien sûr la santé, mais également la défense, d'autres secteurs. Donc il est resté assez évasif sur où on pourrait le flécher, comment. Là aussi, peut-être que c'est à nous, économistes, de travailler sur ce sujet, mais en tout cas, flécher l'épargne, développer le marché des capitaux, c'est quelque chose dont il a parlé, et donc il faut vraiment le mettre en avant, parce que c'est vraiment ce que font les Chinois, les Américains. Si on avait vraiment ces financements-là, on serait beaucoup moins dépendant du financement extérieur, et on pourrait beaucoup plus financer nos entreprises françaises. Il nous reste 30 secondes pour un tout petit sujet qui sont les dépenses de santé en France, 256 milliards d'euros, un effort de 5 milliards et demi, là, est annoncé par François Bayrou. Est-ce que c'est suffisant ? On parle des ALD, on parle des indemnités journalières, des dossiers explosifs. Est-ce que là, on s'attaque au cœur des dérives ? C'est vrai que sur la santé, c'est très compliqué, parce que comme on l'a dit, ça touche, c'est quand même central. Donc, avec une population qui vieillit. Exactement. Donc, par rapport... Donc,
Je pense qu'en effet, il faut faire des efforts et essayer de compresser les dépenses sur tout ce qui n'est pas efficace. C'est ce qu'il a essayé de faire, et surtout, bien évidemment, pas toucher au traitement, à tout ce qui est vraiment le cœur de la santé. On voit qu'il y a de l'efficience par rapport, par exemple, aux partenaires européens qui n'ont pas le même système. Donc là, je pense qu'il y a des marges de manœuvre. Après, l'idée, moi, je parle beaucoup de la facture nulle. C'est-à-dire que je pense que ce serait bien, quand on va à l'hôpital, qu'on a été opéré, d'avoir une facture avec le coût de l'opération, avec reste à charge zéro. Comme ça, on voit un petit peu... Prise de conscience, on n'a pas les responsabilisations. Exactement, et de voir qu'on a quand même beaucoup de chance d'avoir la petite carte verte. Merci beaucoup Anne-Sophie Assif d'être venue nous voir, associée chef économiste de BDO dans la matinale de l'économie.